La reproduction de comportements sexuels. Par exemple, moi, sur les réseaux, j'aime bien lire les commentaires dans des vidéos et voir comment, quand il y a une petite fille, par exemple, qui se maquille ou qui danse en montrant ses fesses, il y en a qui vont dire trop mignonne, ah ouais, elle a le rythme dans la peau. Non, elle a le danger, là, dans la peau. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent être mignonisées parce que c'est petit. Alors qu'en fait, il n'y a rien de mignon dedans. Ou bien il y a des familles qui disent « Mais Khalliha, c'est pas grave, laisse-la s'habiller comme ça, elle est encore petite. » Elle a 13-14 ans, tout est mini. Je ne suis pas là pour vous dire comment habiller vos filles. Mais pour vous dire, moi j'avais fait le test dans les magasins, j'avais pris, donc moi j'ai des filles et des garçons, enfin j'ai une fille et deux garçons, et j'avais pris la même taille de short chez les filles et chez les garçons. Chez les filles, pour le même âge, c'est beaucoup plus court. Pourquoi ? Pourquoi devoir mettre des shorts plus courts pour nos filles ? Si ce n'est, dès le plus jeune âge, de sexualiser le corps de nos filles. Après, c'est à nous, en tant que mère, de ne pas consommer. Moi, ma fille, encore jusqu'à cet été, je l'habillais chez Decathlon, chez les garçons. Voilà. Elle peut dire « Ah, mais c'est pas grave, tu sais, regarde, t'as plus de souplesse. » Bon, on a enlevé les tables, comme ça on est plus à l'aise pour un sujet très chaud. J'espère que vous allez bien. En tout cas, tout d'abord, je voulais vraiment remercier les organisatrices. Donc on peut les applaudir très 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 fort. C'est la deuxième édition à laquelle j'assiste. Donc l'année dernière, j'avais fondu en larmes et j'ai dit cette année, je ne pleurerai pas. Donc je ne vais pas pleurer, parce que je suis une femme forte. Et merci à toutes, vraiment, d'avoir consacré une journée pour venir justement apprendre et surtout nous remettre en question, toutes ensemble, parce qu'on sait que c'est une des qualités des croyantes, c'est justement cette conviction qu'il y a toujours de l'espoir et que nous devons nous remettre en question jusqu'à notre dernier souffle. Donc une petite présentation pour celles qui ne me connaissent pas ou connaissent pas mon travail. Donc je suis de base sage-femme et très vite, durant mes études de sage-femme, j'ai eu des questions liées à l'intimité. Je suis enceinte, j'ai pas envie d'être avec mon mari, je viens d'accoucher, j'ai mal pendant les rapports. Et moi, à ce moment-là, j'étais pas encore mariée, donc c'était vraiment durant mes études avant 2013. Et à ce moment-là, je me dis, comment ça se fait que des femmes se marient et n'ont pas de connaissances en sexologie ? Moi, je comprenais pas, en fait. En tant que passionnée de la santé, je me dis, c'est pas possible. En fait, toute ta vie, c'est haram. Toute la vie, c'est attention, hshoma, andek, je te vois, tout ça, vous connaissez ? Oui, vous connaissez ? Ouais. Et le jour où tu te maries, hop, tac, tac, tac. Le jour où tu te maries, tu es censé être à l'aise, te déshabiller à l'aise, aimer ça, savoir quoi faire, mais pas trop, parce que sinon il pourrait se poser des questions, d'accord ? Et en fait, voilà, on est un peu lâché dans l'arène, alaykum al-bilkhir, mais sans trop d'informations. Et là, j'étais pas encore mariée, donc à ce moment-là, alhamdoulilah, j'ai vraiment eu l'opportunité, et ça c'est un des cadeaux qu'Allah m'a accordé, c'est de me former en thérapie de couple et en sexothérapie avant de me marier. Et quand j'ai découvert tout ça, je me suis dit, mais comment est-ce que les gens font pour se marier et tenir et apprécier, savourer le mariage sans toutes ces connaissances complexes liées à la psychologie masculine, féminine, le fonctionnement du couple, les responsabilités de chacun, les rôles de l'épouse et de l'époux, comment gérer un conflit, parce que des conflits, il va y en avoir. Est-ce que ça vous arrive d'en avoir ? Ouais, ok, ça va, donc tout va bien. Et donc, très vite, je me suis installée en tant que sexologue. Donc, il faut savoir que quand je me suis installée en tant que sexologue, c'était en 2014. On m'a dit, ça va jamais marcher. Chez nous, on parle pas de ça. Et maintenant, alhamdoulilah, le cabinet est complet. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a même une demande réelle de former des professionnels de santé musulmans à la sexologie. Parce que, qu'on le veuille ou non, les musulmans ont aussi une vie sexuelle. Alors certains la subissent, okay, certains la subissent, mais d'autres prennent du plaisir et en sont même récompensés.
Et ça, c'est un truc de fou, en fait. C'est pas un truc qu'on nous a expliqué. Qui, là, dans la salle, a eu, à un moment donné, sa mère, son père ou quelqu'un de l'entourage qui lui a dit « Nous, les musulmans, on fait rien jusqu'au mariage, mais après, tu vas voir, tu vas kiffer, ça va être trop bien, t'en seras même récompensé. » Qui a bénéficié de ce type d'éducation? Ok, il y a 2 mains qui se sont levées. Okay. Et là, on voit, subhanallah, en fait, toute la honte qui réside dans ce sujet si intime, mais qu'on le veuille ou non, il nous concerne. Parce que qu'on le veuille ou non, nous toutes ici, on est le fruit d'une relation. On est le fruit d'une relation intime, nous toutes ici. Est-ce que cette relation, elle a eu lieu dans la joie et la bonne humeur? Ou est-ce que... Alors j'ai dit, je ne vais pas pleurer, mais me faites pas rire, parce que sinon je suis partie, moi. Est-ce que cette relation, elle a eu lieu dans la joie et la bonne humeur? Ou est-ce qu'elle a eu lieu dans la contrainte et la douleur? Je ne vous demande pas de me répondre. Cela vous concerne. Et donc, je parlais de honte. Et de là est né mon premier ouvrage, alhamdoulilah, qui s'appelle Chut Chouma. Pour l'histoire, je ne savais pas comment l'intituler. Et j'ai écrit un petit peu tous les sujets qu'il y avait dedans. Et je me suis dit, mais ça c'est Chouma, ça c'est Chouma, ça c'est Chouma. Et donc, voilà, Chut Chouma. Il n'a pas toujours été bien accueilli. Parce qu'on m'a dit, ça n'a pas sa place, et surtout dans les librairies islamiques. Comment parler de ce sujet Chouma et qu'à côté, on ait des exemplaires liés à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en fait, ce sont juste des personnes qui ne sont pas au courant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un, si ce n'est le meilleur sexologue. Okay. Il a donné des conseils en matière de relations intimes, en matière d'éducation à l'intimité, en matière de prise en charge des désaccords conjugaux qu'on entend trop peu aujourd'hui. Et il a été un véritable défenseur de la condition féminine, d'accord, des droits féminins et du plaisir intime féminin. Ça, je ne sais pas qui l'a entendu ici dans une mosquée. On dit toujours, voilà, quel est le hadith qui revient le plus? Voilà, j'ai même pas fini ma question. Les anges. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les anges? Ils vont pas être contents. Ok? C'est-à-dire que la seule, en tout cas la première référence liée à l'intimité que la plupart des musulmans connaissent, hommes et femmes, est un hadith. Je ne suis pas là pour dire est-ce qu'il est authentique ou pas, c'est pas ça le sujet. C'est qu'il est là pour punir la femme. Quand on part de ce postulat, à quel moment est-ce qu'on considère que la femme va avoir envie d'avoir envie? Depuis aussi septembre 2022, j'ai co-ouvert avec ma collègue Jihan Benamara le centre de santé Mizen. Et donc j'ai beaucoup aimé le lien avec la pondération de Nassima aujourd'hui. Vraiment le fait de rechercher cet équilibre pour aller bien. Donc c'est vraiment tout le concept de notre prise en charge. Et là, on va voir comment il y a des femmes qui vont découvrir leur corps une fois qu'elles ont accouché. Donc souvent avec les séances de rééducation du périnée. Est-ce que vous les avez toutes faites? Notre fan club. Et donc, il y a beaucoup de femmes qui vont découvrir leur partie intime, leur périnée, en postpartum. Et en postpartum, notre périnée, il n'est pas toujours en grande forme. Des fois, il est un peu fatigué. Des fois, quand on tousse ou qu'on rigole, on a des petites fuites urinaires. Des fois, on souffre de constipation. Mais tout ça, on ne nous l'apprend pas. Parce qu'ici, comment ça s'appelle? Chouma. D'accord? Il n'y a même pas de nom. On va voir aussi comment il y a une gêne liée à la santé féminine. C'est qu'il y en a très peu qui connaissent le vocabulaire arabe lié à la santé de la femme. Silence. Et puis est venu mon podcast Intime Connexion. Et du côté privé, je suis mariée donc depuis 10 ans et maman de 3 enfants, alhamdoulilah.
qui ont respectivement 3 ans, 6 ans, 9 ans. Je pense que vous savez comment on fait pour régler l'écart entre les enfants. Et encore une fois, cette question de la contraception, on ne nous informe pas, en fait. Et très souvent, dans la majorité des cas, les femmes demandent un rendez-vous 1 mois avant le mariage pour la pilule. D'accord ? Donc, charge contraceptive sur la femme, sans forcément s'intéresser aux conséquences que la pilule va avoir sur notre corps, sur du court, moyen et long terme. Et ça en dit long aussi sur l'implication du mari dans la question de la vie intime. On peut passer... Donc ça va être la présentation d'aujourd'hui. Je vais essayer d'accélérer un petit peu, comme ça je pense que le temps de questions-réponses il va être plus intéressant pour vous, parce que sinon moi je peux parler pendant très longtemps. Ici je ne suis pas là pour parler de votre santé sexuelle à vous, d'accord ? Parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire. Le sujet de l'intervention c'est l'importance de l'éducation à la vie intime. Donc je vais vous dresser un constat qui n'est pas forcément agréable à entendre, qui fait même parfois froid dans le dos, mais qu'il est important de garder en tête pour justement savoir quoi mettre en place pour la sécurité et le bien-être de nos enfants, de tous nos enfants. Donc on va parler de santé sexuelle, puis de la responsabilité parentale, donc qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est une responsabilité. Comme on disait, c'était que une fois qu'on devient parent, c'est fini les vacances. Surtout dans notre monde aujourd'hui. L'absence d'éducation à la vie intime, donc quels impacts est-ce que ça a ? Et notre mission parentale, parce que bien évidemment, on a des pistes et des actions à mettre en place. Il y a des choses qui sont de l'ordre du possible. D'accord ? Il ne faut pas se dire, le monde dans lequel on est, il est fichu, c'est tous des pervers, ils veulent tous pervertir nos enfants. Et se dire, voilà, je reste comme ça et on est condamné. On peut passer. Donc quelques définitions, juste pour comprendre aussi que on parle de santé et on parle de santé sexuelle, donc je vais lire parce que celles qui sont derrière, je ne pense pas que ce sera possible. Donc la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Et ici, il y en a beaucoup qui font un petit peu une forme de relativisme culturel quand ils vont dire ouais, j'ai des problèmes, mais alhamdoulilah, ça va. Alhamdoulilah, j'ai un corps, je marche, je mange, alhamdoulilah. Mais la tête, elle ne va pas bien. Et on ne parle même pas là de la santé sexuelle. La santé sexuelle, elle ne concerne pas uniquement les adultes mariés. Elle concerne les jeunes, elle concerne toute personne célibataire. Célibataire, ça veut dire soit qui n'a jamais été marié, soit qui a été marié et qui a divorcé. Parce que pour beaucoup, on ne parle de sexualité que dans le mariage. Je suis pas en train... Alors ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je ne suis pas en train de dire que je fais la promotion de la sexualité active hors mariage. Parce que ça aussi, hein, il y en a qui des fois, on va dire quand je dis des phrases, ça peut être mal compris, donc je préfère reformuler. Donc la santé sexuelle, c'est un état de bien-être physique, émotionnel, mental associé à la sexualité. Il s'agit donc d'une approche globale de la sexualité qui se veut positive, d'accord ? Et pas la sexualité, c'est sale, ça fait mal, ça sert à rien. Il y a une patiente, elle m'a dit, ouais, la sexualité, c'est surcoté. Donc, il se veut positive et ne se limite pas aux aspects sanitaires. La santé sexuelle implique ainsi les questions de respect de soi, de respect de l'autre, de plaisir et ou de procréation. Ici, le respect de soi, je peux vous assurer qu'après 10 ans de thérapie, beaucoup de femmes ne se respectent pas dans leur sexualité. Parce qu'on leur a fait croire qu'elles n'avaient pas leur mot à dire, qu'elles ne savaient pas, que l'homme savait pour elles. Et ce qui me fait encore le plus mal, c'est quand des hommes et des femmes vont utiliser la religion pour dire ce que je viens de dire. Que c'est comme ça, que la femme, elle doit se soumettre à tout désir, de jour, de nuit, tu veux pas, bah, on est mariés. Si c'est pas toi, c'est qui alors ? Si je vais voir ailleurs, faudra pas t'étonner. On peut en rire, hein,
Je sais que derrière beaucoup de rires, ce sont en fait des rires jaunes. Et c'est vrai que l'humour m'aide beaucoup dans mon quotidien. Pour prendre un peu de hauteur, mettre de la distance. Parce que si j'absorbais chacune des souffrances, je pense que j'aurais arrêté depuis longtemps. Alors, responsabilité parentale. Donc, ça, on peut passer à Halima. Tu peux passer à Halima. Ouais, là. Donc, Nassima en a parlé. Donc, la base de tout ça, parce que quand on parle d'intime, beaucoup de personnes vont directement parler de sexualité. Mais quand on parle d'intime, avant d'arriver à la sexualité, il y a déjà le relationnel, il y a l'affectif et il y a la sécurité affective. Cette petite photo d'une maman qui fait un bisou, j'en ai vu d'ailleurs pas mal aujourd'hui. Et spontanément, quand on a un petit, on va le porter, on va l'embrasser, on va le cajoler, jusqu'à ce que notre mère, elle nous dise « Yezi, stop ». Parce qu'après, il va être capricieux, il va s'habituer au bras, il ne faudra pas venir pleurer. Que de la bienveillance. Que de la bienveillance et vraiment du soutien à la parentalité. Donc quand ils sont petits comme ça, c'est assez facile et spontané, naturel de cajoler. Mais je vois que dans certaines familles, dès que l'enfant grandit, hop, il y a une distance qui se crée. J'embrasse plus, je câline plus, je ne rassure plus. Il y a par exemple même des pères, quand leur fille devient pubère, khlas. Ah, ma fille maintenant elle a des formes, je ne peux plus la prendre sur mes genoux, je ne peux plus la prendre dans les bras. Et des fois, il y a des dérives en fait à ces comportements qui peuvent aller jusqu'à sexualiser sa propre fille. Et là, on parle de comportements incestueux parfois. Par exemple, un père qui va tout le temps, en tout cas de manière répétée, dire à sa fille « Ah, on voit ta poitrine, on voit tes fesses. Ah, tu veux montrer tes fesses aux gens? Tu veux que les gens voient tes fesses ?» Ça, ce sont des propos que je recueille. Ce sont des choses qu'on entend. Donc, ici, c'est pour ça qu'avant même de parler de ce qu'on va transmettre à notre enfant, c'est déjà comment nous, est-ce qu'on conçoit l'affection et l'intimité. Donc l'enfant, de base, jeune jusque même adulte, c'est la notion d'amour inconditionnel. Et ça, Oustad Zainab, elle en a parlé en long, en large ce matin. C'est qu'avec Allah subhanahu wa ta'ala, il y a tant que tu demandes pardon, en fait, la porte de la rahma, elle est toujours ouverte. Il y a des familles où fais ce que tu veux, mais après, tu ne reviens pas. Moi, je t'ai prévenu. Et je vois ça, par exemple, avec des femmes qui se sont battues pour se marier contre l'accord, l'avis des parents. Et le jour où ça ne va pas dans leur couple, le jour où c'est vraiment un moment où il faut partir, elles se disent, mais non. Parce que si, en fait, je ne peux même pas retourner chez mes parents. Parce qu'ils m'avaient déjà prévenu. Si l'adulte lui-même, il est dans cet état-là, comment est-ce qu'on veut qu'il apporte la sécurité, l'accompagnement dont son enfant a besoin? Et clairement, l'association, elle peut organiser un séminaire de comment éduquer les parents. Parce que ça, la question, et Halima, quand elle m'a présenté, elle a parlé du fait que je suis formatrice Evras. Et les gens, ils ont fait un tollé sur l'Evras. D'ailleurs, vous aimez bien l'Evras ou pas? Ça dépend. On en discute après, toi et moi. Ok. Moi, je dis aux parents, si les parents faisaient de l'Evras à la maison, en fait, ça coule de source. Il n'y aurait pas besoin d'Evras à l'école. Le problème, c'est que très peu de parents font de l'Evras de qualité à la maison. Je reviendrai sur l'Evras après. Ce qui est important, c'est que dès le plus jeune âge, transmettre cette idée que l'amour, c'est un beau sentiment, que c'est pas honteux, que c'est pas gênant, que c'est pas haram. Oh. Il y a des parents, hein, quand l'enfant va dire « Ah oui, j'aime un tel ou j'aime une telle », « Ah non, 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 chez nous, il n'y a pas d'amour. Chez nous, il n'y a pas d'amoureux. » Alors, ici, je comprends la peur du parent, qui est justement de « Je veux pas que mon enfant ait un comportement intime, sexuel avec un autre. » Sauf que l'enfant, il peut faire un raccourci. C'est que cet amour, en fait, je le ressens. Donc, si je le ressens et que tu me dis que c'est haram, ça veut dire que je commets un péché.
Et vu que je veux ton amour inconditionnel, je vais te mentir, je vais plus te dire que je ressens de l'amour pour un tel ou pour une telle. Ça se trouve, c'est même pas de l'amour, ça se trouve, c'est que de l'amitié. Le désir aussi, spontané, donc pas le désir que j'ai nourri par des images, des vidéos, etc., c'est un signe de bonne santé. D'accord ? Ça, c'est vraiment quelque chose que j'amène quand je rencontre les jeunes. Donc jeunes, c'est 40, 60 ans. C'est pour voir si vous suivez, en fait. Quand je dis jeunes ici, c'est vraiment 12, 13 ans jusqu'à la vingtaine, quand je les rencontre, que ce soit à l'école ou dans les associations. C'est, je leur dis, si vous ressentez du désir, vous êtes en vie. Par contre, d'où tu ramènes ce désir et qu'est-ce que tu en fais ? D'accord ? Et que ce soit pour les filles ou pour les garçons. C'est pas anti-islamique, le désir. Au contraire. Allah lui-même, il parle à plusieurs reprises du désir, de la relation dans le Coran. Et on va voir que les familles où ces sujets-là, on est OK là-dessus, il y a vraiment une proximité, il y a une disponibilité, on a apporté l'amour nécessaire à l'enfant. L'enfant, même s'il est... on va prendre un petit peu l'exemple classique, mais la jeune fille qui demain, à 16 ans, 17 ans, elle est approchée par un homme qui lui dit « Oh, Mashallah, t'es trop belle. Oh, Mashallah, à toi je t'aime. Mashallah, je vais venir t'épouser. » La jeune fille qui est en confiance au sein de sa famille, qui a reçu de l'amour de sa mère et de son père, où il y a une véritable stabilité, elle va lui dire « Va jouer. » Elle ne va pas tomber dans ses bras et mentir à ses parents et avoir une amourette en secret. Non. Par contre, la jeune fille, et peut-être que nous-mêmes ici, on l'a expérimenté, hein. Si on a nous-mêmes été carencés d'amour, on a pu un jour... Ah, ça me fait du bien quand il me dit ça, lui. Ah, j'aime bien rester avec lui parce qu'il touche mon cœur. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je suis avec lui, ça me fait du bien. Ça m'apaise. Et aujourd'hui, on n'est même plus dans des relations présentielles, hein. Le nombre de jeunes filles qui ont des amourettes en ligne. Elles ne savent même pas avec qui elles parlent. Mais quand ils me parlent, ça me fait du bien. Alors, aujourd'hui, ne pas parler d'intimité, ne pas faire tout le travail que je vais vous expliquer, c'est de la non-assistance à personne en danger. Qu'est-ce que ça vous fait quand je dis ça ? Comment ? Peur. C'est fort. Mais encore, qu'est-ce que tu ressens ? Responsabilité. Ok, qu'est-ce que tu fais de cette responsabilité ? Réagir ? Agir ou réagir ? Agir. Donc agir, qu'est-ce que tu fais pour agir ? Se former ? S'ouvrir ? Sauver ? Ok. Donc effectivement, l'idée aujourd'hui, c'est pas de vous dresser un constat et de vous dire « Allah ya'aoun » comme c'est la catastrophe, et de rester dans cette peur-là, dans laquelle beaucoup de mamans sont. C'est vraiment de passer à l'action et de savoir qu'on a une obligation de moyens, mais pas de résultats. Je ne peux pas vous garantir qu'en mettant en place des moments de rituels avec nos enfants, de la discussion avec eux, de les accompagner, de revenir les chercher, de pas donner de téléphone. C'est pas parce qu'on met tout ça en place qu'il leur arrivera rien. Par contre, en tant que parent, on a une obligation de moyens, mais pas de résultats. Ça, on doit bien le garder en tête. Donc, qu'on le veuille ou non, et que ce soit confortable pour nous ou non. Est-ce qu'il y en a pour qui c'est pas confortable du tout de parler de sexualité avec ses enfants ? Donc ça va, c'est une majorité qui est à l'aise. Ouais ? Donc je peux arrêter là, en fait. Ok, la suite va vous intéresser. Et c'est drôle parce que Sada Zainab, elle a parlé ce matin du relais. On ne s'est pas concerté pour les interventions. Hein. Comme quoi, le bon sens. Hein. Et c'est ce qu'on voit dans le quotidien. Donc, ça, c'est une question que je pose à chacune d'entre nous. Quelle éducation à la vie intime est-ce que tu as reçue ?
Et quels impacts cette transmission a eu pour toi en tant que jeune fille et aujourd'hui en tant que femme? Est-ce que vous avez déjà fait ce travail? Non, jamais? Qui n'a jamais fait ce travail? Et c'est pas choumat de lever la main. Ici, on est entre nous. On est quand même 300. Ok, donc il y en a pas mal qui n'ont jamais fait ce travail. Donc je vous invite, Inch'Allah, ce soir ou dans les prochains jours, à prendre un joli carnet, à se considérer en première classe, comme on dit. D'accord, on ne prend pas un petit bout de papier, là, un ticket de caisse qu'on retourne, non, qu'on a au fond de son sac. Je vous connais. On prend un joli carnet, on se met bien, bonne ambiance, pour se dire, j'ai le droit, en fait, de bien me traiter, moi. Et mieux encore, on peut même le faire en présence. Nos enfants, ils passent à côté de nous. Tiens, maman, tu fais quoi? Ou tata, tu fais quoi? Ah ouais, non, je parle avec moi-même. Tu veux parler avec toi-même? Assieds-toi et parle avec toi-même aussi. Mais ça, c'est vraiment une question importante parce qu'elle a dicté beaucoup de nos comportements intimes. Consciemment, inconsciemment, on fait ce qu'on nous a dit de faire ou de ne pas faire. Alors, chaque point mériterait que je m'arrête plus, mais le temps fait que je dois accélérer parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Alors, la responsabilité parentale, je pense que c'est un hadith que beaucoup d'entre nous connaissent. Je suis arrivée un petit peu après la présentation, le début de Zaynab, donc je ne sais pas si tu l'avais dit. Non? Donc, d'après Abdallah ibn Amar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Chacun d'entre vous est un berger, et chacun d'entre vous sera interrogé concernant son troupeau. » Le dirigeant est un berger, l'homme est un berger pour les gens de sa maison, la femme est une bergère pour la maison de son époux et pour ses enfants. Ainsi, chacun d'entre vous est un berger et chacun d'entre vous sera interrogé concernant son troupeau. Rapporté par Bukhari dans son Sahih et par Muslim. Cette notion de responsabilité dont je parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'il y a des femmes qui vont venir avec des problématiques concernant leurs enfants. Et quand je les interroge, en fait, elles ont presque jamais de temps de qualité avec leurs enfants. Elles viennent, oh, Sina, il me faut un rendez-vous urgent, j'ai découvert que mon fils regarde du porno. Ah ouais, c'est grave, hein? C'est grave ou c'est pas grave, ça? Pas grave? Ah si, c'est grave, hein. Mais c'est normal aujourd'hui, non? C'est courant. C'est banalisé, exactement. Et c'est pas parce que c'est banalisé qu'on doit l'accepter. Parce que le monde veut nous faire croire que qui ne regarde pas de porno aujourd'hui? D'accord? Et donc cette femme, je lui dis, mais en fait, pourquoi t'as pas parlé de pornographie avec ton fils avant? Le fils, il a 15 ans. Le fils, il a 15 ans, dans quelques années, on le marie, hein? Ou on le marie pas? Tant qu'on n'a pas fait un travail avec lui, on le marie pas, Heda. Parce qu'on les connaît, hein? Les familles qui veulent refourguer leurs patates chaudes, là. Hein? Elles veulent pas garder leur fils, elles nous le coltinent. Oh. Est-ce qu'on peut parler de pornographie avec nos enfants? Toutes celles qu'on dit oui, à partir de quel âge? 18 ans, rajl, machi, garçon. « 11-12 » Avance, Halima, avance. Je vais revenir à la pornographie, mesdames. Il faut comprendre, cette phrase-là, c'est une phrase tirée de mon livre, qui interpelle certains, c'est que éduquer à la vie intime, ce n'est pas initier à la vie intime. Ce n'est pas parce qu'on parle d'intimité, d'amour, de relations intimes, de pornographie, d'agression sexuelle, de consentement, de ce que vous voulez avec nos enfants, que eux vont comprendre. Ah ouais, c'est ratat, j'ai envie. Ça, c'est une remarque qui revient souvent. Des parents qui me disent, mais Zina, bon, vous avez, je pense, entendu un petit peu l'accent tunisien, c'est Talil ma'awinathum. Tu leur ouvres les yeux. Leurs yeux, ils sont ouverts depuis longtemps. Vous, ils sont fermés, vos yeux.
Et qu'aujourd'hui, la société est hyper sexualisée. D'accord? Parce que il y en a qui me disent, mais en fait, Zina, ça, tout ton travail, là. Il y en a une fois sur Instagram, elle me dit, donc j'avais fait une vidéo pour parler de la première fois. Donc j'étais pas toute nue, hein, la première relation intime, pour dire les femmes et les hommes avant d'arriver à la fameuse nuit de noces, donc haram, 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 et puis tu gères. D'accord? Et donc je dis, avant d'arriver à cette nuit de noces, que moi j'appelle plutôt la semaine de noces, le mois de noces, comment du jour au lendemain je vais me retrouver toute nue et le laisser kiffer de mon corps? C'est pas possible. On devient schizo en fait. Hein. Vraiment. Hein. Donc cet homme-là, il y a encore 5 minutes à la commune, à la mairie, il n'avait pas le droit de me voir sans hijab. Et maintenant, parce qu'on a signé un papier, je dois me déshabiller et je dois me détendre et je dois le laisser me toucher, me voir, mais ça va pas la tête. Mais ça, c'est de la violence. Hein. C'est de la violence, mesdames. Et je vous assure que quand on fait un travail de préparation, de prévention avec les femmes et les hommes, on n'a pas les problématiques de vaginisme, de douleur, d'éjaculation précoce, les problèmes d'érection. Il n'y a rien de tout ça. Parce qu'on n'a pas, on n'a pas la connaissance. C'est comme si, toute votre vie, je vous ai interdit d'aller dans la cuisine. Imaginez. Et donc, vous connaissez rien dans une cuisine, vous ne connaissez rien. Et du jour au lendemain, je vous dis, allez, tu me prépares entrée, plat, dessert. Sucré, salé, chaud, froid. Tu sais même pas c'est quoi un frigo. Tu sais même pas c'est quoi un four. Tu sais même pas c'est quoi des ustensiles. Tu sais même pas quel ingrédient va avec quel ingrédient. Tu ne connais rien. Mais Allah yakamil bil khir. C'est violence sur violence, hein, je vous assure. Donc le contexte a changé et on parle aujourd'hui d'hypersexualisation. Est-ce qu'il y en a une qui pourrait me définir qu'est-ce que l'hypersexualisation? Beaucoup de sexe? Comment? On en parle dans tout. Donc effectivement, c'est le fait de donner une connotation sexuelle à des comportements qui de base n'ont rien à voir. Voilà, on montre le bas-ventre comme ça pour vendre du yaourt. Pour vendre un gel douche, on doit mettre une femme très taille fine. D'accord, on ne va pas mettre moi, je ne vais pas vous dire vous parce que je ne vous connais pas toute nue comment vous êtes. Mais moi, en tout cas, je ne passerai pas. Voilà, vraiment des standards de beauté qui font que on va créer une accroche, on va réveiller un désir intime, une excitation sexuelle pour vendre. Sauf qu'aujourd'hui, ce qui m'inquiète aussi, c'est qu'il y a des parents. Par exemple, question, dans vos familles, qui achète les vêtements des enfants? En général, c'est nous. Des fois, je suis interpellée par la manière dont des jeunes filles sont habillées, d'accord? Soit des mini-shorts, soit des petites robes sans short ou sans legging en dessous. Ou bien, je ne l'avais pas mis, mais j'ai retrouvé une photo, c'est la collection actuelle, je ne sais plus, c'était Orchestra ou je ne sais pas où, c'était une petite jupe, et le haut, en fait, il est troué, avec un petit nœud ici qu'on met. D'accord? Un vêtement, c'est fait pour se protéger du froid, se protéger du chaud, pour s'embellir, pour que ce soit confortable. Et en fait, on vient sexualiser essentiellement les filles. Et donc, dès le plus jeune âge, on envoie ce message que la jeune fille, la femme, elle est là et elle existe à travers son corps pour créer du plaisir. On va mettre une vidéo, parce que comme on dit, il y a des images qui parlent plus que... Non, juste, on peut passer juste à la diapo, pardon, avant la... Ou c'est pas grave, vas-y, tu peux mettre la vidéo. Ouais, juste à la diapo, ouais. Donc ici, c'est juste pour illustrer un petit peu. Très souvent, les culottes des filles,
C'est girly, c'est mignon, c'est rose, c'est paillettes, c'est licorne, c'est la douceur, c'est gnangnan. Et les garçons, c'est des requins. Ok. Ça, j'ai fait cette recherche-là hier soir. Regardez, 22h02 et 03, là, les deux. Donc ça, c'était juste une petite analyse sociologique sur les sous-vêtements des enfants aujourd'hui. D'accord. Mais quand, par exemple, nous, on habille notre enfant, je me mets dans la peau là, du maman qui habille son enfant, qui met la culotte à sa fille, qui dit « Ah là, t'as des petites cœurs, c'est trop mignon, c'est trop bien ». La petite fille, elle intériorise le fait que elle, c'est tout le temps dans la douceur, dans la gentillesse, etc. Je mets le slip à mon fils. « Ah, le méchant requin !» On pense que c'est anodin. D'accord. Mais je vous assure que cette manière, c'est une façon en fait de formater les esprits d'adultes. C'est-à-dire que les garçons grandissent toujours avec cette idée de force, de puissance. Je ne sais pas si vous avez vu les slips et les petits caleçons avec le S de Superman, d'accord, ou de l'aile de Batman. C'est vraiment la puissance, quoi. Et la fille, meskina, voilà. Et à côté, je vous partage juste ça pour que vous compreniez aussi que la sexualité est partout. Hier soir, sur Instagram, et Dieu sait que je regarde vraiment pas de contenu à caractère sexuel, même si je suis sexologue, j'ai écrit, donc vous voyez pas ce que j'ai écrit, mode girl. D'accord, j'ai écrit mode girl. Je voulais voir un petit peu les inspirations mode pour les jeunes filles. Je suis tombée. Donc quand j'ai fait la version française, j'ai tapé mode fille. Je suis tombée sur des tenues de petites filles très très basiques. Et quand j'ai tapé juste girl, je suis tombée sur du contenu sexuel sur Instagram. Donc nous, notre génération, pour regarder du contenu pornographique, les gens devaient aller emprunter une cassette dans un vidéothèque, là, je ne sais pas comment ça s'appelait avant. Vous vous rappelez? Voilà, on est la même génération, plus ou moins. Et c'était un truc de fou. Il y avait des garçons à l'école, ils avaient des petits magazines. Déjà, tout le monde savait. C'était cramé, même si c'était genre discret, tout le monde savait. Et c'était très difficile, en tout cas, c'était pas aussi accessible. Aujourd'hui, j'ai tapé mode girl. Donc je me mets dans la peau d'une jeune adolescente qui veut trouver de l'inspiration pour s'habiller. Je vous assure, j'ai du tout, vous avez vu mon coloriage. Je me suis dit, oh, je peux pas regarder ça. Moi, adulte. La chouma, elle est bien des fois. Hein, parce que j'ai entendu elle dire chouma. Hein. Tu vois, prise à son propre jeu. Mais pour vous dire que le contenu à caractère sexuel aujourd'hui, on le sert sur un plateau à nos enfants. Et il faut arrêter de se dire non, mais j'ai mis un contrôle parental et ma fille, elle a que Instagram. Ah ouais, Adim, Instagram. D'accord? Il y a des jeunes filles qui ont pas 12 ans et qui ont Instagram aujourd'hui. Donc il faut savoir que la société, elle n'est pas là pour nous protéger. Les sites pornographiques, c'est une industrie de plusieurs milliards de dollars annuels. C'est un business. On joue avec la souffrance des gens. Si vraiment l'État voulait protéger nos enfants, il aurait tout simplement interdit l'accès. Mais il y a des enjeux derrière. Donc nous, on ne va pas attendre que les accès soient arrêtés. On va nous-mêmes fermer le robinet. Donc on ne donne pas de téléphone à ses enfants, que vous le vouliez ou non. Ou bien, non, elle a juste mon téléphone, c'est mon compte à moi, il y a mes copines sur Instagram. Mais vous ne savez pas ce qu'elle peut chercher, sur quoi elle peut tomber malgré elle. C'est pour ça que je disais non-assistance à personne en danger. Alors on va regarder une petite vidéo sur la sexualisation précoce des... Il y a le son? Oui, ok. Phénomène de société qui inquiète de nombreux parents, la sexualisation des jeunes filles sur les réseaux sociaux ou dans la publicité. Comment protéger nos enfants? Le grand format de ce journal est signé Erwan Jagu et Romain Boisset. Sur ce site de vente en ligne, des tenues d'adultes proposées à de très jeunes filles. Sur les réseaux sociaux, des fillettes qui se maquillent comme des grandes. Je pense qu'elle a genre 8 ans. Enfin, c'est très bizarre. À 12 ans, Louise est souvent confrontée à ce type d'images et à ces danses. Elle les imite parfois avec ses copines. Quand on voit leur ventre, qu'elles bougent leurs fesses,
ça peut être un peu plus sexualisé. Mais moi, vu que j'ai déjà vu des vidéos, ça me choque pas. Ce qui me choque, c'est que ça la choque pas, surtout, en fait, je pense. Parce que c'est comme si c'était devenu OK, c'est normal, en fait, qu'une femme, elle est obligée de faire des danses suggestives pour avoir des likes sur Internet. Quand je regarde des shorts ou des spotlights, je tombe de toute façon sur ça. Je peux tomber sur une vidéo qui est drôle et puis juste après avoir une dame qui bouge ses fesses sur une musique. Donc oui, c'est vrai que même sans faire exprès, même si on est contrôlé, qu'on veut pas regarder ce genre d'image, on tombe dessus. Donc on n'a pas vraiment le choix de ce qu'on regarde. Depuis une quinzaine d'années, Internet accélère la sexualisation précoce des enfants, un phénomène que cette sexologue québécoise observe de près. Il y a un décalage, il y a un glissement où on accepte des choses, des comportements qui habituellement étaient attribués à des adolescents, puis qu'on voit chez des enfants. Ce soir-là, à l'invitation de l'Office valaisan de l'égalité et de la famille, Francine Duquet conseille ses parents. Son message, dialoguer, notamment au sujet de l'accès facilité à la pornographie. Plusieurs enfants ont peur d'en parler à leurs parents, qu'ils ont vu des images pornographiques. Et ils ont peur parce qu'ils ont peur de se faire gronder. Et puis, ils ont peur que les parents leur interdisent l'accès à Internet. Donc, il faut que les parents disent, si jamais tu vois des images, ferme l'ordinateur puis viens en parler à maman ou à papa. Ce ne sont pas des images pour les enfants. En parler, c'est justement l'approche qu'a choisie la maman de Louise. Ça me conforte dans ce que je fais déjà, donc en étant un peu parfois stricte, mais je ne suis pas sûre d'être vraiment stricte vu ce que j'entends ce soir. Donc continuer à mettre des règles et un cadre, mais surtout garder le dialogue, la communication. Je pense que ça aussi c'est très important. Car malgré les interdits et les filtres parentaux, Louise continuera à être exposée à ces contenus, tout en apprenant à les consommer avec distance. Réaction ? Choquant ? Vous saviez, vous connaissez ? Oui ? Alaykoum salam. Ouais. Moi, je ne sais pas si Roméo et Juliette, c'est forcément meilleur. En tout cas, c'est moins pire. On peut dire ça comme ça. En fait, hier, j'étais en train de former des intervenants Evras au fait de pouvoir entendre que des jeunes ne veulent pas de sexualité active. Et donc, c'est tout un travail qui demande du temps. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité avoir le label Evras, pour pouvoir intervenir moi-même au sein des écoles, mais aussi rencontrer d'autres intervenants Evras et les questionner et vraiment les pousser à la réflexion de... Il n'y a pas uniquement le modèle classique occidental qui existe et qu'il s'agit en fait de respect des élèves, de pouvoir entendre qu'il y en a qui veulent pas de sexualité avant le mariage, par exemple. Ça, c'est un travail. Donc, je suis désolée que votre fils il ait assisté à cette représentation. Malheureusement, c'est un travail qui va nécessiter du temps. Et là,
d'où l'intérêt pour les... On peut passer à la suite, Halima. D'où l'intérêt pour les... On peut passer, ça c'est la vidéo. D'où l'intérêt pour les parents de sans cesse discuter avec les enfants dès le plus jeune âge, en fait, dès le plus jeune âge, pour leur dire, voilà, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas, quelles sont les règles en islam concernant la pudeur, quand est-ce qu'on doit baisser le regard, que même sa propre sœur, on ne peut pas la voir se déshabiller, on ne peut pas l'observer sous la douche. Il y a des familles où je me change, mon frère il rentre dans la chambre, c'est dit. D'accord, mais tu sais, ton frère il est comme ça, fais pas attention. Vous voyez, des fois, il y a des parents qui ne vont pas forcément percevoir certains dangers qui peuvent se passer même au sein de leur propre famille. Et donc, il y a de l'éducation à la vie intime qui se fait dès le plus jeune âge. Et après, là, votre fils, c'est de lui dire, tu peux aller au théâtre, si à un moment donné, tu vois que ça ne te convient pas, tu sors. Tu as le droit de sortir. On ne peut pas lui imposer de rester. Et ça, c'est un discours qu'on doit avoir avec nos enfants. Mais si nous-mêmes, à la maison, si nos enfants, ils ont un autre avis, et qu'on leur dit, tu dois faire ce que je te demande, ton avis, il compte pas. Si au sein de la maison, là où le lieu où il peut être le plus en confiance, son avis ne compte pas, il aura plus de difficultés à le faire ailleurs. Je ne dis pas que c'était comme ça chez vous, madame. Hein. Je suis sortie de la réponse. Ici, c'est une situation aussi qui m'a interpellée. Ce sont les romans... enfin plutôt la dark romance. Est-ce que vous connaissez? Non? Donc ça, c'est un livre qui s'appelle Captive, qui a été imprimé à plus de 200 000 exemplaires, je pense. Ça a fait un carton chez les adolescents, surtout adolescentes. Et la dark romance, en fait, c'est quoi? Romance, plutôt dark romance. Pourquoi je fais romance? Cette dark romance. C'est, du coup, quelque chose de romantique, mais de très hard. Et en l'occurrence, dans ce livre-là, l'héroïne se retrouve dans des situations d'abus psychologiques et ou physiques et tombe tout de même amoureuse de son bourreau. Cela glamourise les relations de violence conjugale. Et j'ai rencontré des jeunes filles qui lisaient ces romans et qui me disaient, oui, c'est vrai, il y a des passages qui sont hard, mais c'est tellement captivant. Et il y a des parents qui vont dire, ah, ma fille, non, alhamdoulilah, elle sort pas trop, elle n'est pas trop au téléphone, tout le temps elle lit. Mais qu'est-ce qu'elle lit en fait? Est-ce qu'on s'intéresse aux lectures de nos enfants? Est-ce qu'on s'intéresse qui sont leurs amis? Est-ce qu'on s'intéresse aux jeux vidéo auxquels ils jouent? Bon, ici, vous êtes loin, c'est très flouté, la qualité, elle est médiocre, tant mieux pour vos yeux. C'est une capture d'écran, ce n'est pas une vidéo que j'ai mise parce que je vous ai épargné. C'est dans le jeu GTA. Vous connaissez GTA? Ouais. Il y a une version du jeu qui est interdite au moins de 18 ans, et j'ai déjà rencontré des enfants de 8 ans qui y jouaient. Dans cette phase-là du jeu, parce qu'il a gagné des points, le héros, excusez-moi le terme, il se tape une prostituée dans une voiture. Okay? Donc là, dans l'image ici, c'est un gars avec une prostituée qui est sur lui. Et donc, on voit la voiture bouger. Hier soir, j'ai failli vomir en préparant ça. Hein. Je l'ai fait pour vous. Hein. Je me suis sacrifiée pour vous. Et donc, on voit la voiture bouger et on entend des sons très, très, très suggestifs. Et donc, il y a des parents qui disent « Alhamdoulilah, ma fille, elle lit dans sa chambre. Alhamdoulilah, mon fils, il joue avec son cousin. » À quoi il joue? On est responsable. Et pas de souci, je suis pour les jeux vidéo qui jouent à des jeux de foot, il y a d'autres jeux de voiture, il y a des jeux, c'est du poison. Un enfant, là je vous ai parlé d'un enfant de 8 ans qui joue à ça, qui lui, dès qu'il gagne des points, il a un rapport sexuel. Mais il grandit. Il va travailler, s'il va travailler, hein, parce qu'on a des hommes aujourd'hui qui jouent. Il a 35 ans, chômage, il joue, et la femme, c'est elle qui ramène l'argent. C'est un autre problème, ce sera une autre conférence, ça. Mais le jeune qui a intériorisé la sexualité comme une récompense, il rentre chez lui, il a passé une bonne journée, et ben, il a une femme qui a ce gabarit-là aussi, hein. D'accord ?
Parce qu'il suffit que sa femme elle ait accouché, qu'elle ait pris un peu de poids. Ah, t'étais mieux avant, hein? Ah, t'as pris des kilos ici, hein? Il n'y a plus de... Je considère la femme, je la respecte, je l'honore, etc. Et il pense qu'une femme est à sa disposition. Alors il y en a qui vont me dire, mais Zina, tu vas trop loin, tu fais des raccourcis. Moi, je vous parle de vécu sur le terrain. Et dans la vidéo, juste avant le témoignage, c'était la jeune fille qui dit « Ouais, bah en fait, ça ne me choque pas. » Et je vous assure que quand on fait du travail sur le terrain avec les jeunes, ils disent « Ouais, mais c'est pas très grave. » Dans une association, je discutais avec des jeunes filles qui avaient entre 15 et 18 ans. Alors, c'est une histoire que j'ai déjà racontée, donc peut-être certaines l'ont déjà entendue, mais je la répète parce qu'elle m'a vraiment choquée. Et donc, la jeune fille, elle dit « Madame, c'est haram d'enlever son hijab devant un garçon. » Je dis, bah, si c'est son mari, son frère, son oncle... Donc moi, je prêche le faux pour avoir le vrai, en fait. Je lui dis, c'est pas grave, mais dans quel contexte? Et elle rigole, et je vois qu'il y en a plusieurs qui rigolent, donc il y en a plusieurs qui connaissent l'histoire, on était une vingtaine de jeunes filles. Et elle me dit, bah, en fait, il y a une fille dans la classe, elle est partie avec un type, déjà ça commence mal. Ils sont partis dans un parc, ça continue mal. Et vous êtes assise, donc je peux vous le dire, vous ne pouvez pas tomber plus bas que le siège, normalement. Elle a fait une fellation. Elle porte le hijab. Hein. C'est pour ça que je vous dis, ne vous dites pas, oui, alhamdoulilah, ma fille, elle porte le hijab. Je ne veux pas que vous sortiez d'ici parano. Mais je veux que vous entendiez, en fait, qu'il y a des réalités. OK? Et donc, ce jeune garçon, adolescent, a éjaculé sur son hijab. Et elle a enlevé son hijab pour rentrer chez elle. Et je lui dis, ah, ok, donc la question c'est, est-ce que c'est haram d'enlever son hijab? Je vous assure, hein, je vous parle, j'ai mal au ventre. Hein. Je suis désolée pour ça que j'ai pu perturber, mais à un moment donné, il faut que vous compreniez, donc ça continue. Hein. Et je lui dis, donc tu parles de ça avec ton pote de classe. Elle dit. Et puis, donc, c'est un atelier qui avait duré longtemps. Il avait duré 3 heures. En général, c'est 1h30, 2 heures les rencontres, parce que sinon, je m'évanouis avec toutes les histoires. Et un peu plus loin, je leur dis, OK, imaginez les filles, demain, voilà, il y en a qui ont 18 ans, si imaginez demain, vous rencontrez un jeune homme qui vous plaît, comment vous le dites à votre père? La même fille, elle me dit, moi, dire à mon père qu'un homme, il me plaît? Jamais. Et donc, tu parles de fellation, d'éjaculation avec un copain de classe, mais tu peux pas dire à ton père qu'un homme te plaît. Vous voyez comment le curseur en fait de la pudeur, on l'a pas mis à sa place. Et les jeunes aujourd'hui parlent très aisément de sexualité, même parfois de manière très gore entre eux. Mais à la maison, ouais, c'est pas là, j'arrive pas à parler avec mes jeunes, Zina. Tu nous as dit d'essayer de créer des rituels, de parler avec eux, mais j'arrive pas. Et plus on commence tôt à parler, plus c'est facile. Comme disait Nassima tout à l'heure, 15 ans, c'est pas trop tard, c'est jamais trop tard. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais pour celles qui ont des enfants jeunes, commencez maintenant. Il y a des livres qui existent. Il y a, on va dire le plus connu, c'est celui d'Amir Anassi. Les petits musulmans se posent aussi des questions concernant la sexualité. Et il y a un livre aussi d'une autrice bruxelloise. Ne touche pas mes plumes. C'est pour ça, c'est possible? Ne touche pas mes plumes. Et voilà, il y a des ressources qui existent. Informons-nous. Informons-nous parce que, encore une fois, c'est une génération qui est en danger. Et pire encore quand on est dans des familles où on ne peut pas parler de ces sujets. Oui? Parler avec eux, ça peut être déjà quand l'enfant, on lui apprend la propreté à 2-3 ans, lui dire, voilà, derrière c'est les fesses, devant, par exemple nous à la maison, on disait la zézette et le zizi. Tu vois? Ça c'est la zézette, ça c'est le zizi, on ne montre pas aux autres, il n'y a que maman ou papa qui peuvent voir quand on te lave. Par exemple, moi, je ne peux pas venir dans ta chambre et te dire montre-moi tes fesses ou montre-moi ta zézette. C'est leur montrer que c'est un trésor, que ça leur appartient, et que même si on est parents, on ne peut pas profiter de leur partie intime. Et ça, en fait, ça permet déjà d'expliquer qu'il y a des notions d'inceste qui peuvent exister. Après, quand l'enfant grandit, déjà vers 6-7 ans, on va nommer les choses. On ne parle plus de zizi, zézette, on va parler de hchouma et hchouma. On parle de pénis et de vulve.
Ok ? On me dit, ah, maintenant ils sont petits. Hein. Je vous assure, j'ai fait des interventions Evras dans des écoles, et écoles musulmanes. Du coup, c'était même pas Evras, c'était présentation de mon métier de sage-femme. C'était en 5e primaire. Donc 5e primaire, ils ont 9-10 ans. Ouais, 9, 10, 11, on va dire. Et je leur ai dit, est-ce qu'ils savent comment se passe un accouchement ? Et ils ont tous rigolé. Je dis, bah oui, madame, on sait. Et je dis, ah ok, comment le bébé passe du ventre sur le ventre ? Ils me disent, bah il descend, et puis il sort. Ok, il passe par où ? Bah, il passe par le vagin. Moi, je vous assure qu'à 10 ans, je ne connaissais pas le mot vagin. Bon, on va accélérer un petit peu. Donc ça, on peut passer, Halima, on en a déjà parlé. Donc effectivement, l'hypersexualisation, c'est le fait de mettre une connotation sexuelle dans des actions, comportements qui n'ont rien à voir avec une relation sexuelle. Les conséquences de ces pratiques, c'est la soumission de la fille par rapport au garçon, la reproduction de comportements sexuels. Par exemple, moi, sur les réseaux, j'aime bien lire les commentaires dans des vidéos et voir comment, quand il y a une petite fille, par exemple, qui se maquille ou qui danse en montrant ses fesses, il y en a qui vont dire trop mignonne, ah ouais, elle a le rythme dans la peau. Non, elle a le danger là dans la peau. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent être mignonisées parce que c'est petit. Alors qu'en fait, il n'y a rien de mignon dedans. Ou bien il y a des familles qui disent mais Khalliha, c'est pas grave, laisse-la s'habiller comme ça, elle est encore petite. Elle a 13-14 ans, tout est mini. Je ne suis pas là pour vous dire comment habiller vos filles. Mais pour vous dire, moi j'avais fait le test dans les magasins. J'avais pris, donc moi j'ai des filles et des garçons, enfin j'ai une fille et 2 garçons, et j'avais pris la même taille de short chez les filles et chez les garçons. Chez les filles, pour le même âge, c'est beaucoup plus court. Pourquoi ? Pourquoi devoir mettre des shorts plus courts pour nos filles ? Si ce n'est, dès le plus jeune âge, de sexualiser le corps de nos filles. Après, c'est à nous, en tant que mère, de ne pas consommer. Moi, ma fille, encore jusqu'à cet été, je l'habillais chez Decathlon, chez les garçons. Voilà. Elle peut dire, ah mais c'est pas grave, tu sais, regarde, t'as plus de souplesse. Et plus tard, donc ce type de comportement sexualisé, en fait, il y a l'absence de consentement. C'est l'homme, je te prends, je fais ce que je veux de toi, comme je veux, quand je veux. Et donc ça se reproduit même dans le mariage. Et que la relation, en fait, la relation n'existe qu'à travers la sexualité. Au point où on a des jeunes femmes aujourd'hui qui vont passer beaucoup plus de temps à soigner leur apparence jusqu'à gonfler les lèvres, gonfler la poitrine. Moi, je reçois régulièrement des messages de « Est-ce que c'est halal de faire une chirurgie mammaire ?» Bon, on ne me dit pas mammaire, on ne connaît pas le mot mammaire, on me dit chirurgie des seins. Pourquoi ? Ah oui, non, parce que voilà, je trouve que c'est un peu flasque. Je vous lance ça. J'avance. Ah ouais, 2 points. Non, en fait, il me faut encore 3 points qui sont importants. C'est important. Quoi ? Ouais, tu peux encore passer. Donc, quand il n'y a pas d'éducation à la vie intime, du coup, vous ne voyez pas ici. Ici, c'est le cas d'une jeune fille qui a 10 ans, qui pourtant a une maman qui est assez proche, qui discute avec elle, et elle a retrouvé dans la Switch de sa fille, donc il y a des Switch, les Nintendo Switch, hein, ok, on connaît toutes, je pense, qu'on peut connecter à Internet. D'accord ? Et donc, sur la Switch de sa fille, elle trouve que les dernières recherches, c'était amoureux, bisous, les amoureux, short, donc short, les vidéos short, danse, TikTok, la sensualité, elle a 10 ans, hein, encore short, puis les amoureux qui s'embrassent et amoureux. D'accord ? La mère, elle me contacte, je me rappelle, c'était en soirée, c'est une patiente que j'apprécie énormément. Et elle me dit, Zina, je ne sais pas quoi faire, je pensais vraiment qu'avec ma fille, c'était fluide et facile de parler de tout, et je découvre ça, elle me dit, je suis sous le choc. Et surtout que sa fille a vu ces vidéos. Hein. Sa fille a eu des problèmes d'insomnie, sa fille a eu des envies de vomir, et alhamdoulilah que la maman a pu accueillir ça et ne pas réagir. D'abord, ok, j'ai trop peur pour ma fille. Qu'est-ce que ça va devenir ? Est-ce que ça va est-ce que ça va créer un trauma ? Est-ce que non ? Ok, je gère d'abord moi mon émotion, j'accueille, je vis mon émotion,
Et à froid, je vais discuter avec elle. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu besoin de faire ces recherches? Est-ce que quelqu'un t'en a parlé? Comment tu t'es senti quand tu as vu ça? Et puis elle a travaillé en fait la notion de al-basir. Donc le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il voit tout. Et que c'est pas parce que maman n'était pas là ce jour-là qu'en fait elle ne devait pas avoir la conscience, la conviction qu'il y avait une entité bien plus grande que sa maman qui l'observait. Et que s'il y a des interdits de ne pas faire ces recherches-là, qu'il y a des sujets qu'elle peut aborder exclusivement avec ses parents, que c'est pas pour rien en fait, c'est pour la protéger elle, parce qu'on est dans un monde où on laisse l'accès à ces vidéos à des enfants. Ok ? Pour l'anecdote, j'ai une fois mon fils, donc à ce moment-là il avait 7 ans, donc il y a 2 ans, il est rentré un jour avec un manga. D'accord ? Il me dit ouais, pour mon anniversaire, un copain de classe m'a prêté un manga. Et moi, manga, dans ma tête, ça fait tilt. Ça fait tilt pour tout le monde? Oui, non? Non? Il y a des mangas qui sont érotiques. Et je sais que ce copain qui lui a passé, il a des grands frères. Le wahid. Et donc, je dis à mon mari, tiens, feuillette, regarde si c'est clean, quoi. Mon mari, il prend le livre, il fait comme ça, vous voyez, comme ça vite fait. Il me dit, ouais, c'est bon, c'est clean. Et mon fils, il commence à rigoler. Et il dit, et je dis, pourquoi tu rigoles? Il me dit, parce qu'il y a des nénés dedans. Moi, j'ai senti mon sang. Ok. Et donc, j'ai dit, ah, je vais refeuilleter moi. Et là, je feuillette et je vois les nénés. D'accord. Et donc, je vois vraiment un dessin de femme où on voit vraiment ses seins. Et je lui dis, ok, va dans ta chambre. Laisse-moi gérer mon émotion. Ok. Et puis on a discuté de, mais je t'avais dit que tu peux pas regarder les autres personnes nues, que tu peux pas te montrer toi nu, que tu peux pas voir des vidéos nues. Qu'est-ce qu'il me répond? Tout à l'heure, Nassima, elle dit, ils ont l'art de la négociation. Hein. Il me dit, mais tu m'as pas dit pour les dessins. C'est pas le fils de sa mère pour rien, celui-là. Hein. Et donc j'ai expliqué le fait que baisser le regard, c'est partout. Ok? Et j'ai pas pris le livre et c'est. Je veux plus que ça rentre chez moi. Bah oui, je veux plus que ça rentre chez moi, bien sûr, ce truc, mais dans le sens, je l'ai pas descendu, humilié, tu me dégoûtes, c'est quoi? Non. Pourquoi? Parce que l'enfant, jusqu'à 8-9 ans, il ne sexualise absolument pas les comportements. D'accord? Si il touche les fesses d'un autre enfant, il n'est pas là en train de se dire c'est bien de toucher les fesses. Non. Il touche parce qu'il voit que ça nous embête et que ça nous fait réagir. Mais il n'y a pas de caractère sexuel chez lui. C'est l'adulte qui vient sexualiser des comportements d'enfant. Par contre, on peut passer à la diapo suivante. Voilà. Par contre, s'il y a visionnage de pornographie, d'accord? Et la première exposition au porno, aujourd'hui, c'est 9 ans. D'accord? Donc, parce que porno, c'est plus dans la vidéothèque, dans le quartier d'à côté où on doit chercher une vidéo. Aujourd'hui, la vidéo, le contenu à caractère pornographique, il peut être dans un jeu vidéo, il peut être en téléchargeant un film, etc., etc. Et parce qu'on a justement cette exposition au porno qui est de plus en plus jeune, on a des agressions sexuelles entre mineurs de plus en plus fréquentes. Bon, je vais quand même finir sur des notes positives avec vous, parce que sinon je sens que je vais vous perdre. Juste là, c'était le cas d'une maman d'un jeune de 15 ans qui se dit, voilà, je ne sais pas quoi faire. En fait, j'ai capté que le soir, quand je me réveille juste pour aller boire, je vois la lumière de mon fils allumée et j'entends des choses. C'est une réalité. Sauf que la mère, au lieu, peut-être le lendemain ou le surlendemain, le temps qu'elle digère, ça se trouve, elle se fait juste une idée. Hein. Ça se trouve, il est en train de regarder une série, rien à voir. Mais la manière dont elle a tourné la question, c'était, voilà, je soupçonne mon fils de se masturber en regardant du porno. C'est vrai qu'à 15 ans, on n'attend pas 15 ans pour faire de l'éducation au danger de la pornographie. Hein. Moi, mon fils, à l'occasion du manga, à 7 ans, je lui ai expliqué c'est quoi la pornographie. Je ne l'ai pas montré. Hein. C'est quoi? C'est du contenu, donc ça peut être des images, ça peut être des vidéos, ça peut être des dessins, ça peut être de la musique. Ok? Ou, donc dans le contenu visuel, on va montrer des humains, hommes, femmes, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, plus on est de fous, plus la belle. Hein.
et on les montre nus, on les montre avec des comportements que, normalement, personne ne peut voir. Et quand tu vas regarder ce type de contenu, tu vas te sentir mal. Et la première fois, tu peux te sentir mal. Et puis après, la curiosité, elle peut te montrer... Ça, c'est arrivé chez beaucoup de personnes qui sont tombées dans l'addiction. C'est la curiosité qui les a amenés à l'addiction. Il y avait un jeune homme qui me dit « Je voulais voir jusqu'où je pouvais supporter ». Et donc, quand on dit ça à un enfant de 7 ans, subhanallah, l'enfant de 7 ans, il est encore dans sa fitra. Il est plein de bon sens. Ah, mais comment les gens ils peuvent se montrer nus? Et on dit, t'as vu, subhanallah, c'est pas normal. Hein. Par contre, il faut pouvoir aussi répondre que si demain, ma fille, elle m'a fait la blague, par exemple. Je lui dis, moi, je peux pas te voir. Parce que là, je lui dis, quand tu auras 7 ans, moi, je ne pouvais plus te doucher, tu vas te doucher toute seule, c'est fini. Et elle me dit, ouais, mais attends, toi et papa, vous pouvez vous voir? Avec un petit sourire comme ça, là, tu vois, une petite chipie, là. Et je dis, oui, Allah, il nous a permis de nous voir. Quand on est mariés, on peut se voir, on se prend dans les bras, on se fait des bisous. Et elle fait, ah, ok, chipie, elle part. L'information, elle est donnée. Mais toi et ton frère, toi et peut-être ta cousine, toi et ta copine, toi et ton père, toi et maman, vous ne voyez pas. C'est comme ça qu'on apprend le consentement. C'est comme ça aussi qu'on apprend aux enfants que dans le mariage, il y a de l'intimité et que ce n'est pas haram dans le mariage. Parce qu'il y a des parents qui disent « Ouais, mais je ne veux pas que mon enfant sache qu'on a des rapports intimes. » Ah ouais, écoutez, alors, je peux rien. Je peux rien pour vous, moi. Bon, je vois qu'il est 40. On peut encore prendre quelques minutes? Ouais. Alors, ou encore, donc là, c'était par rapport au fait que qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas d'éducation à la vie intime? Ils ne savent pas quoi faire de leur désir. J'entends des jeunes qui disent « Ouais, on est en couple. » Ah, vous avez 16 ans, vous êtes en couple? C'est quoi être en couple? Madame, vous savez bien. Non, je ne sais pas. Parce que moi, être en couple, quand j'avais 15 ans, c'était on s'envoyait un petit cœur sur un papier, et toi, tu me réponds par un petit cœur, et on est ensemble. Aujourd'hui, c'est autre chose. Par contre, si on a des jeunes qui, à la maison, on peut parler d'amour, de « Ah oui, telle fille m'intéresse ». Donc, souvent, je présente un atelier avec mon collègue Oussama Jamal, qui est imam et thérapeute de couple. Donc, on a une formation sur l'éducation à la vie intime. Donc, on a un cas clinique. Que faites-vous si demain, votre fils de 16 ans vous dit qu'une fille lui plaît? Les parents derrière leur écran. Il n'y a pas de fille, il n'y a rien. Moi, je dis, mais dis-lui de venir à la maison. On rencontre sa famille. On boit un thé tous ensemble. Et si vous vous entendez bien, pourquoi pas on maintient un lien ensemble jusqu'à ce que vous deveniez majeur. Si à ce moment-là, tu sens responsable et que tu as les capacités pour te marier, on facilite. Mais ce n'est pas du tout le discours qu'on entend. De oui, vous voulez halaliser les petites copines, les petits... Mais ils me disent, c'est mon halal. Et combien de fois c'est pas arrivé, deux personnes, donc un jeune couple, je mets des guillemets, qui sont ensemble, et le jeune homme qui promet le mariage à la jeune fille, et ouais, t'es ma halal, t'es ma femme, t'es tout pour moi, ma vie sans toi, elle vaut rien, blablabla. Bla, bla, bla. S'il te plaît, envoie-moi une photo de toi. Et c'est arrivé dans nos écoles ici à Bruxelles. Envoie-moi une photo de toi. Elle dit, mais non, mais on se voit tous les jours. Non, s'il te plaît, vas-y. On va bientôt se marier et tout. Je peux plus attendre. J'ai besoin de voir ton corps. Et au début, elle, c'est non, non, non. Et qu'est-ce qu'il répond, lui? Ah, si dès maintenant tu ne me fais pas confiance, alors on s'arrête là. Manipulation, chantage affectif. Elle envoie la photo de ses seins avec son visage. Ah, mashallah. Mashallah, t'es trop belle. Mashallah, t'es trop belle devant une poitrine. Il n'y a rien qui va dans la phrase. Ok? C'est la réalité de nos jeunes. Et puis, ça ne va pas s'arrêter à ça. Il va demander plus. Et quand elle refuse la suite, il publie la première photo. Et je vous laisse imaginer la santé mentale de ces jeunes filles. Et ça, ce sont des réalités.
Donc pas de téléphone, pas de copains-copines. On se voit en mixité tous ensemble. L'exemplarité parentale. Moi, si je vois un couple d'amis, je ne viens pas m'asseoir sur les genoux du mari de ma copine. C'est salam alaikum, voilà, je ne suis pas isolée avec lui, je ne suis pas copine avec lui. Et là, mes enfants, ils observent que maman, elle peut rire, elle peut se taper des barres avec sa copine, mais avec le mari de sa copine, il y a une certaine distance. Et pourtant, ils peuvent parler, ils peuvent s'apprécier, mais ils se respectent et il y a une pudeur qui se maintient. Par contre, il y a des familles où les hommes et les femmes, ils ne se croisent pas. Et ça, j'ai déjà vu. Hein. Vous savez, il y en a plusieurs dans la salle dont j'ai été la sage-femme. Pendant 10 ans, j'ai fait des soins à domicile. Il y a des maisons, je vous assure, qu'avant de pouvoir rentrer, on devait s'assurer que j'allais croiser aucun homme dans le couloir. Bon, je pense que ça se perd maintenant, mais très certainement que plusieurs dans la salle ont grandi comme ça. Et le dernier point, il m'intéresse particulièrement, parce que là, c'est mon côté sexologue, c'est que je reçois des couples qui ont fait le mariage à la commune. Donc la commune, pour les Françaises ici, c'est la mairie. D'accord ? Donc ils ont fait le mariage civil, mais par exemple, ils ont fait ça, on est quoi là ? On est novembre, ils ont fait ça en novembre, et la fête, ce sera que après l'Aïd. Ok ? Et ces couples-là, ils viennent me consulter. On n'en peut plus, on a envie. Et je dis, ok, vous êtes mariés ou pas ? Vous n'êtes pas mariés ? Oui, mais. Il n'y a pas de oui, mais il y a oui ou non. Oui, mais mon père, il m'a dit, tiens-toi bien. Ah oui. Ma mère, elle m'a dit, préserve-toi. On est schizo. Oui ? Ouais. Parce qu'ici, juste avant, dans le Sémon Hlel, ils ne sont pas déclarés. Hein. Ouais. 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 Oui. Et c'est pour ça, là, c'est une responsabilité parentale. C'est de comprendre que si on n'écoute pas que nos enfants sont humains et peuvent avoir du désir, le risque, c'est quoi ? C'est qu'on se retrouve avec des jeunes couples qui vont vivre leur amour en cachette. Ouais. J'entends et je comprends. J'entends et je comprends. Après, tu sais, parce qu'on a eu le cas dans une association, c'était un jeune garçon qui disait voilà, moi je suis attiré par une fille dans ma classe, vraiment je pense à elle tout le temps, etc. D'abord, c'est OK. Qu'est-ce qui t'attire chez elle ? Est-ce que c'est que le physique, en fait, que cette fille, finalement, à part discuter un peu en classe, tu la connais pas ? Est-ce que tu peux te projeter avec elle ? OK. Est-ce que tu sais c'est quoi être un homme responsable ? Est-ce que là, aujourd'hui, tu as de quoi assumer un foyer ? Et en fait, quand tu le mets face à ses responsabilités, OK, il va faire une marche arrière. Après, c'est du cas par cas. Il y a des familles qui, voilà, machallah, ils ont les moyens de loger un jeune couple, parce que voilà, ils sont propriétaires, ils ont la maison familiale, ils ont un étage qui est libre. Ils disent, voilà, mon enfant, il se marie à 18 ans, je peux le loger ici, c'est faisable. Pour d'autres, c'est impensable. Donc c'est du cas par cas. Ici, pourquoi j'ai fait part de ce cas-là, le dernier, là, c'est pour vous dire qu'on se retrouve avec des gens qui, religieusement, ils sont mariés. Ils sont mariés, ils ont fait l'acte, c'est écrit, ils ont fait même un petit repas en famille, mais il y a un temps entre l'acte civil et la fête. Et on met des personnes... Moi, vous savez, j'ai eu un cas qui m'a fortement touchée, j'ai une femme qui, entre le civil
et la fête, elle est tombée enceinte. Elle a avorté. Ah oui, hein. Elle me consultait pour une dépression postpartum qui s'est déclenchée après une autre grossesse, une fois qu'elle était véritablement mariée. Il faut être clair, il faut parler de sexualité. Il y a des familles qui disent « Tu fais la commune maintenant, la fête on l'a fait dans 1 an, mais si t'es enceinte, c'est pas grave, vous êtes dans le halal. » Mais pour des familles, c'est impensable. Je vais pas mettre un kaftan à ma fille avec un ventre de femme enceinte, tu vois. C'est des questions de tradition. Je dois absolument faire la diapo suivante. Je suis obligée. À ce moment-là, je pense qu'on doit malheureusement zapper Les questions-réponses. Mais ça, pour moi, c'est important. Parce que quand il n'y a pas d'éducation à la vie intime, c'est que, qu'est-ce qui peut se passer? C'est qu'il peut y avoir des situations d'agression sexuelle. Et les agressions sexuelles, il faut savoir que dans 8 cas sur 10, on connaît l'agresseur. D'accord, comme on dit, le loup, il est dans la bergerie. On voit aujourd'hui une augmentation des violences sexuelles entre mineurs. Donc, on voit une augmentation des violences sexuelles entre mineurs à cause d'une exposition de plus en plus précoce à la pornographie et à une société hypersexualisée. Donc les dernières études montrent qu'en France, il y a 1 Français sur 10 qui dit être victime d'inceste. Ça, ce sont les chiffres officiels. Sans compter les cas d'inceste trop tabous dont on ne parle pas. D'accord ? Et actuellement, vous avez très certainement suivi les tristes nouvelles des accusations de différents prédicateurs et imams. Pourquoi ? Parce que des jeunes filles se disent ah là, il est sur les réseaux, il est connu, il m'aborde, je discute avec lui, je suis en confiance, il m'envoie des photos de lui, je lui envoie des photos de moi. Il n'y a pas de mariage. Hein. Parce qu'on a, par exemple, un enfant qui a eu des cas d'attouchement dans des mosquées. Et quand l'enfant dit oui, le prof, il n'est pas gentil avec moi. Non, le prof, il t'aime bien, c'est comme ça qu'on apprend. On n'écoute pas l'enfant. Hein. Non, ici, le maralba trolo, le fchouch. Il fait des caprices, l'enfant. Ça fait. Et là, jeu de mots, comme je dis, il faut se taire. Il faut se taire. Il faut se taire, parce qu'on doit préserver la famille. La nièce qui dit « Mon oncle, pendant des années, il m'a fait ça, il s'est frotté à moi, il m'a touché. » Un mec, non, impossible. Un mec, on a grandi avec lui. Ah, maintenant, tu dis rien. Hein. Sinon, la famille, elle va exploser. Et la famille, en islam, c'est sacré. Comment vous voulez que cet enfant victime d'inceste ou de climat incestueux, croit en la valeur de la famille, veuille se marier, puisse donner de l'amour à son futur enfant. Et ça, c'est des sujets tabous qu'il faut absolument régler aujourd'hui. Parce que non-assistance à personne en danger. Il y a des familles qui savent qu'il y a un oncle ou un grand-père ou un frère qui est bizarre. Ah, mais il est chelou celui-là. Ouais, t'es pas la première à me le dire, hein. Ah, je suis pas la première, mais pourtant, tous les dimanches, il est là en train de manger avec nous. Ouais, mais tu sais bien, qu'est-ce que tu veux ? On se déresponsabilise. Et je vous assure que pour faire de l'accompagnement de personnes victimes d'agressions sexuelles, c'est très lourd. Il y a des choses, il faut savoir qu'après une agression sexuelle, on peut passer dans un déni total. C'est le blackout. Et ça peut se réveiller après un mariage, pendant une grossesse, après un accouchement, après le décès d'un parent. Ah, Zina, ça fait 20 ans, franchement, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Ah, mais maintenant, tu as des enfants. Donc, quand tu les amènes chez tes parents, cet oncle, il est là. Ah ouais, c'est vrai. Ça va loin, hein ? Donc, on est responsable. Et on ne doit pas utiliser la religion, s'il vous plaît, pour nous déresponsabiliser, justement. Parce que oui, remettre en question un dysfonctionnement familial, ça va coûter cher, hein, mais ça va sauver des vies. Et on va finir par une note positive, s'il vous plaît. Du coup, je vais changer ça.
Donc ça, vous pouvez prendre en photo et après, tout ça, en fait, chaque point est retravaillé un à un. C'est concrètement parce que j'ai entendu du coup qu'il y avait des mamans célibataires ici, donc maman solo, suite à un divorce. Mais quand on est marié, il ne faut pas qu'il y ait de fausses pudeurs devant les enfants. D'accord ? Il n'y a pas de « touche pas, il y a les enfants ». Prenez dans les bras, faites un bisou. Pour lui dire, en fait, une fois que tu es marié, c'est trop halou. Ouais, l'éducation par l'exemple. Si vous dites, tu fais rien avant le mariage, hein, c'est après le mariage. Hein. Mais la seule chose qu'ils voient du mariage, c'est une ruine. Hein. C'est des fois de la violence, c'est de l'humiliation. C'est des allers-retours, des séparations sur séparations, et je reviens. Comment vous voulez que cet enfant se construise et puisse avoir envie de se préserver jusqu'au mariage ? C'est parler de l'amour, de ce qu'on ressent en tant que parent aussi. Parler de comment vous avez rencontré le papa. Bon, si c'était chouette, hein. Si c'était pas chouette, c'est autre chose. Mais... Donc, donner une image positive du mariage et qu'on soit coéquipiers dans cette éducation pour nos enfants. Revenir sur des faits d'actualité. Par exemple, voilà, j'étais en voiture une fois et à la radio, on parlait des violences conjugales. J'étais avec mon fils. Donc il est en 4e primaire, donc c'est le CM1 en France, je traduis pour les Françaises. Et je dis, est-ce que tu as compris ce qu'ils ont dit là ? Est-ce que tu as compris c'est quoi la violence conjugale ? Et je lui dis, voilà, c'est quand au sein du couple, en l'occurrence ici on parlait des violences physiques de l'homme exercées sur la femme, et je dis donc il y a des hommes qui frappent leur femme. Il me dit, ah ouais ? On peut faire ça ? Je dis non, on peut pas faire ça. Il me dit, mais c'est pas bien en fait. Et là, j'ai saisi l'opportunité pour parler d'une relation, de l'équilibre d'une relation, ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Le fait de parler comme ça, que ce soit fluide avec vos enfants, demain il y a un sujet, demain il y a une situation d'harcèlement, demain il y a une situation de... Voilà, il y a du harcèlement même sexuel au sein de l'école, l'enfant il se dit je vais en parler avec maman et papa ce soir parce qu'ils sont là, ils sont présents, ils m'écoutent, ils considèrent ma parole. Et pas ouais c'est bon, je suis fatiguée là, c'est bon. Ok ? Donc être à l'écoute et présent. Aujourd'hui, je vois des couples qui, machallah, ils vont en Turquie 2 fois sur l'année, ils ont un bel appart ou même une belle maison, ils sont bien habillés, belle voiture. Le foyer, absent. C'est misons sur nos relations humaines. Je ne cesserai de le répéter. Et donc, ne pas attendre, c'est le dernier point, parce que souvent, quand j'interroge les enfants, et j'ai eu le cas dans une association où j'ai rencontré les enfants dans un groupe, donc c'était vraiment adolescent, et puis j'ai rencontré leur maman dans un autre groupe. Donc c'est trop bien parce que j'ai eu les 2 sons de cloche. Les mamans, elles disaient, nous on attend que nos enfants nous parlent, et les enfants, ils attendent que les mamans leur parlent.